un podcast Binge Audio. Nous sommes toujours le 2 novembre 2022. Il est 10h. Le président de la cour criminelle de Pontoise vient de prononcer l'huis clos au procès de l'affaire de Pontoise. À peine la décision rendue, l'huissière s'active pour que le public quitte la salle, moi y compris. À partir de maintenant, ce que je vais vous raconter, je n'ai pas pu en être le témoin direct. Je l'ai retracé grâce à des interviews, à des échanges informels avec celles et ceux qui sont restés à l'intérieur de la salle d'audience. Une forme de stress, c'est toujours un certain silence. Lorsqu'on rentre dans la salle, le huis clos n'existe plus. J'ai abordé la question du droit à travers notre affaire. On repart dans la salle et le verdict tombe. Ce que j'ai voulu savoir, c'est si un procès de viol se passe de la même manière devant les assises ou devant une cour criminelle. Et puis, 5 ans après les faits, je me demande aussi si la justice, qui avait au départ voulu poursuivre pour atteinte sexuelle, sera plus protectrice pour Sarah. MeToo est passé par là, les magistrats sont davantage formés aux mécanismes des violences sexuelles. Enfin, un procès criminel, c'est aussi un cheminement. Est-ce que le mis en cause a évolué ? Est-ce qu'il va présenter des excuses à Sarah ? Pour répondre à ces interrogations, j'ai interviewé longuement Maître Durieux-Dibolt, l'avocate de Sarah, et Maître Slama, l'avocat de l'accusé. Mais aussi Léa, l'écoutante au collectif féministe contre le viol qui accompagne Sarah. Justement, c'est avec elle que je vous propose de commencer. C'est un soulagement, en tout cas, que nous, on puisse être présente dans la salle. C'est aussi un moment où, en fait, il y a une levée du secret qui est imposée par l'agresseur, en fait, à ce moment-là. Parce que c'est une cour qui va énoncer des faits. Et donc ça, c'est très important. C'est un rappel des faits, et pour Sarah, et pour sa famille. Donc c'est un moment qui n'est pas évident, comme on se l'imagine. Mais c'est aussi un rappel des faits pour l'agresseur. C'est-à-dire, ça lui signifie des choses. Ça lui rappelle ce qui s'est passé et que là, maintenant, on n'est plus dans l'isolement qu'il a pu créer, plus dans le verrouillage du secret. On n'est plus là-dedans. Là, maintenant, on est dans une cour où un viol va être jugé. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté les faits de façon succincte. Ce n'est jamais le cas dans une enceinte judiciaire. Chaque détail compte. Alors je suis obligée de vous mettre en garde parce que ce qui va suivre n'est pas facile à entendre. Le 24 avril 2017, Sarah, une enfant de 11 ans, suit un homme de 28 ans qui l'a abordée dans un square à la sortie du collège où elle est scolarisée en 6e. C'est la 3e fois que la collégienne et cet homme discutent. Il la conduit dans un immeuble du quartier où ils ont plusieurs relations sexuelles. La première, une fellation dans la cage d'escalier, et une tentative de pénétration sont interrompues par l'arrivée du gardien. La deuxième, une pénétration vaginale, se déroule dans l'appartement du mis en cause. À peine sortie de l'immeuble, Sarah appelle sa maman paniquée pour lui raconter ce qu'elle vient de vivre. Immédiatement après, la mère de Sarah appelle la police pour déposer plainte pour viol. Voilà. Moi, je vous ai raconté les faits tels qu'ils sont rapportés dans l'ordonnance de mise en accusation, tels qu'ils ont été établis par l'instruction. Maître Dylan Slama, l'avocat de l'accusé, va essayer pendant 3 jours d'en donner une toute autre interprétation. Là, il va falloir garder en tête que Maître Slama cherche à obtenir l'acquittement de son client. Donc sa façon de présenter les faits va peut-être vous choquer. Il faut juste se rappeler qu'en droit, le doute profite à l'accusé. Et instiller le doute dans la tête des magistrats, c'est toujours l'objectif de la défense. Elle vient vers lui dans un parc, ils discutent et ensuite la décision est prise d'aller s'isoler pour avoir des relations sexuelles. Comment se sont passées les choses ? Pourquoi est-ce qu'elle décide de le suivre ? Pourquoi est-ce qu'elle a toujours déclaré, et elle continue de déclarer qu'il n'a jamais été agressif, qu'il n'a jamais été violent, qu'il n'a jamais été menaçant ? Ça laisse quand même supposer qu'il ne l'a pas entraîné, qu'il ne lui a rien imposé du tout. Maintenant, comment se prend la décision ? Qui la propose ? Qui l'accepte ? Qui hésite ? Qui peut-être
parce que c'est l'une des thèses de l'accusation, peut-être se sent obligé. Qui ne s'attend pas à ce qu'il va se passer par la suite? Moi, je pense que les choses étaient finalement assez claires au moment de cette troisième rencontre. Mais bon, il n'était que 2 témoins, ils ne sont que 2 à être sur place. Et 5 ans plus tard, il y a fort à penser que la mémoire de l'un comme de l'autre ait pu être altérée à tel point qu'il est difficile de savoir quels mots ont été prononcés. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'elle décide de le suivre sans avoir été ni contrainte ni menacée. L'enjeu pour l'accusation, c'est de démontrer qu'il y a eu contrainte morale due à l'écart d'âge, 17 ans entre l'enfant et l'adulte, et que l'accusé a agi en connaissance de cause. Il faut donc également prouver qu'il connaissait l'âge de Sarah. Comme devant une cour d'assises, les témoins se succèdent à la barre. C'est ce qu'on appelle l'oralité des débats. Et d'après le rapport d'évaluation des cours criminelles publié en octobre 2022, c'est un principe qui est respecté devant cette nouvelle juridiction. D'abord parce que le juge qui préside la cour criminelle est lui-même un président de cour d'assises. Une quinzaine de témoins, enquêteurs de police, experts, psychiatres, enquêteurs de personnalité proches des 2 parties ont été convoqués par le parquet de Pontoise pour faire émerger une vérité judiciaire. Je vous l'ai dit, déterminer si l'accusé pouvait connaître l'âge de Sarah est au cœur des débats. L'âge de la victime, à l'époque des faits, est un tel point de fixation que l'avocat de la défense ne va pas hésiter à chercher à le rectifier. Tout le monde disait 11 ans, et c'est moi qui ai ajouté dans les débats qu'elle avait en fait un mois après 12 ans. Elle avait, pour être tout à fait précis, 11 ans, 10 mois et 2 semaines et quelques jours. On a pu même parfois me reprocher de faire cette précision. Elle est capitale parce que, encore une fois, c'est un âge auquel on évolue extrêmement vite. Donc ce qu'on essaye, c'est d'abord, et c'est important, d'avoir des témoins qui puissent attester le fait que cette personne de 11 ans et 11 mois avait un physique, avait une apparence qui pouvait laisser croire qu'elle était bien plus âgée que son âge. Le père de cette personne dit « ma fille faisait facile 16 ans ». Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas contesté et qui est essentiel parce qu'on parlait de l'émotion qui a pu être suscitée dans l'opinion publique par tel ou tel article de presse. Elle est légitime parce que, encore une fois, quand on imagine un enfant de 11 ans, personne ne peut penser qu'un enfant de 11 ans peut avoir l'air d'une enfant de 16 ans. C'était le cas de cette personne et c'est quelque chose qui n'est pas contesté. Autant vous dire que Maître Durieux-Dibolt a battu en brèche ses arguments sur l'apparence de sa cliente. Excusez-moi, mais un carnet de correspondance d'une gamine de 6e, parce qu'elle était quand même en 6e, au collège, ça prête pas à confusion. On sait très bien quel âge a une gamine en 6e. De plus, il a déclaré qu'il l'avait vue arriver le jour des faits avec des camarades de classe. On voit très bien que ce n'est pas des filles de 16 ans ou 17 ans, des camarades de classe de 11 ans. Donc, la discussion, elle était justement pas de savoir si visuellement elle faisait plus âgée ou non, mais de savoir si il avait pu savoir son âge à travers tous ces éléments-là. Ça vous donne une idée du ton des débats. Et c'est dans ce contexte, dès le premier jour d'audience, que Sarah est appelée à la barre. Je vous décrirai pas physiquement Sarah. Tout comme je vous dirai pas, d'ailleurs, où se sont déroulés les faits. Car Sarah, elle y vit encore aujourd'hui. Sarah, c'est pas non plus son vrai prénom. Quand on évoque des affaires judiciaires impliquant des mineurs, qu'ils soient auteurs ou victimes, la règle, c'est le droit à l'oubli. Ce moment où Sarah dépose à la barre est essentiel, notamment pour sa reconstruction. Ce verbe déposer, il n'est pas choisi au hasard. Déposer, c'est se décharger d'un poids, le remettre à la justice. C'est aussi un prolongement du travail en fait qui est fait par le collectif qui continue à être là dans les procès, donc d'encouragement, de valorisation par rapport à ce passage à la barre qui peut être effectivement extrêmement impressionnant aussi. C'est pas tous les jours à 17 ans qu'on passe à la barre dans un procès. Ça relève après de la confidentialité des débats, donc je pourrais pas m'étendre sur le fond de ce qui a été dit, mais en tout cas, comme ça a été relevé à plusieurs reprises, il y a une constance dans ce qui a été dit par Sarah tout au long de la procédure et qui a été redit au moment du passage à la barre. Ce que j'ai compris, c'est que Sarah ne s'est pas effondrée à la barre. 5 ans après les faits, la jeune fille a raconté ce qu'elle avait subi, comme si c'était l'histoire d'une autre.
Elle a raconté les faits de manière dissociée, en mettant de côté ses émotions. Donc c'est toujours difficile parce qu'on sait bien que le procès est traumatisant en soi. C'est une nouvelle violence qui est faite à la victime et va entraîner également, après le procès, également une période de traumatisme encore pour la victime. C'est une violence. Un procès pour viol, surtout pour des enfants, c'est une violence. D'ailleurs, Sarah, elle m'avait demandé avant le procès s'il était possible qu'elle soit dans une salle extérieure à la salle d'audience pour raconter les faits. C'est ce qui se passe dans des pays anglo-saxons. Mais en France, on n'a pas du tout cette méthode-là. On est encore à une méthode, on va dire, un peu de confrontation. Et donc, elle raconte les faits alors que l'auteur des faits est à 2 ou 3 mètres d'elle. C'est très difficile, elle a été très courageuse. Et ça, je lui ai dit vraiment qu'elle pouvait être fière d'elle. Évidemment, pour Maître Slama, l'audition de la partie civile, c'est l'opportunité de soulever des contradictions, de fragiliser son témoignage, de la bousculer aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'arène judiciaire. C'est pas qu'une joute oratoire entre professionnels du droit, ça s'applique aussi aux parties civiles. Et du côté de la défense, depuis MeToo, ça n'a pas franchement évolué. L'enjeu, c'est encore de concentrer les débats sur la sexualité de la victime, sa réputation. Elle s'est exprimée pour dire qu'elle avait très peur que son père apprenne ce qui s'était passé, puisqu'elle avait très peur que son père pense que c'est une pute. C'est le mot qu'elle a employé. Et donc, j'essaye de savoir si, dans son esprit, il est possible qu'à un moment, elle ait pu, légitimement d'ailleurs, travestir les faits, ajouter des détails, retrancher certaines choses pour ne pas avoir l'air d'être une pute. Il ne s'agit pas du tout d'ailleurs de dire que ce qualificatif ait pu être légitime. Et d'ailleurs, si je le reprends, c'est parce que c'est elle qui emploie ce mot. Moi, je ne le reprendrai jamais à mon compte. Mais en tout cas, elle dit ceci. Et on comprend qu'au moment des faits ou dans les heures et les jours qui suivent, ce qui est important pour elle, c'est de ne pas avoir cette, je mets des guillemets, réputation. De la même manière, elle dit que si elle avait eu une relation consentie, elle ne l'aurait pas avoué à sa mère. Donc, cette parole qui émerge, on est obligé de considérer qu'elle émerge par le prisme de Sarah, qui estime fondamental de sauvegarder d'une certaine manière l'apparence qu'elle donne auprès de ses parents. Est-ce que le fait de cacher qu'elle a pu avoir une relation consentie a pu avoir une influence sur ses paroles et sur ce qu'elle a dénoncé par la suite? Voilà, c'est la question que je lui ai posée. Léa, l'écoutante du CFCV, savait à quoi s'attendre. Même si c'est son premier procès criminel, elle répond tous les jours sur la ligne d'écoute à des femmes victimes qui ont subi des questions déplacées, des reproches, des jugements de certains policiers, gendarmes, magistrats. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement double peine sur les réseaux sociaux. Le terme juridique, c'est victimisation secondaire. Quand les forces de l'ordre, la justice, véhiculent des stéréotypes sexistes et des propos désobligeants à l'égard des victimes. Les questions, elles sont tournées autour de savoir qu'est-ce que c'était sa sexualité à 11 ans, comment elle était habillée, qui c'est qu'elle fréquentait, quels étaient les garçons vus. Et ça, c'est valable pour ce procès, c'est valable pour tous les autres. Donc, évidemment, c'est marquant, mais en même temps, c'est ce qu'on entend, malheureusement, encore en 2022. C'est sur ça que se portent les débats, en fait. Mais ce n'est pas un dossier de parole contre parole. De nombreux éléments, qu'on appelle les indices graves et concordants au stade de l'instruction, peuvent accréditer la version de la victime. C'est notamment le cas des expertises médicales et psychiatriques qui sont déterminantes en matière de violences sexuelles. On a des expertises avec... Karine Durieux-Diebolt, avocate de Sarah. Avec des tests, et elle avait... la sidération et la dissociation. La sidération, c'est le fait d'être paralysé physiquement par la soudaineté des faits et la violence des faits pour la victime, avec ensuite une dissociation traumatique qui se met en place très rapidement, qui ont été constatés par les différents experts. Donc ça, c'est des symptômes traumatiques. Et ensuite, il a été constaté un état de dépression extrêmement sévère. Elle a été également, il faut le dire, déscolarisée pendant un temps, rescolarisée, mais alors avec un temps de trajet très important. Donc, elle en a subi des préjudices scolaires par la suite. Et donc, les traumatismes qui ont été relevés par les différents experts
sont compatibles avec des faits de violence sexuelle. Et donc ça, c'est un élément également qui est important dans une affaire comme celle-ci. Et elle n'avait aucune autre cause de traumatisme. C'est pas une enfant qui a évolué dans un milieu familial conflictuel, qui avait subi d'autres violences. C'est les premières violences, et j'espère les dernières, qu'elle avait subies. Donc il n'y avait pas d'autre cause possible non plus à ce traumatisme. Maître Slama ne conteste pas l'existence d'un traumatisme chez Sarah. C'est impossible face aux conclusions des experts psychiatres. Alors du coup, il essaie de décorréler ce traumatisme du champ d'action de son client. C'est un exercice d'équilibriste, comme vous pouvez le constater. C'est vrai qu'en audience, lorsqu'on entend qu'il y a un traumatisme, qu'il y a une souffrance, etc., tout de suite, inconsciemment, dans le cerveau de chacun, c'est la faute à qui ? C'est la faute à celui qui a eu avec elle ce rapport sexuel. Mais malheureusement, c'est pas la bonne question. Il peut y avoir une souffrance de la part de Sarah. Il peut y avoir un traumatisme qui est réel. Il peut y avoir des séquelles qui sont certaines, sans pour autant qu'il y ait une culpabilité de mon client. Ce sont deux choses, je ne vais pas dire qu'ils sont sans lien, mais en tout cas, dont le lien ne peut être fait avec automaticité. Pourquoi ? Parce que je le redis, dans ce qui caractérise une infraction, il y a certes l'élément matériel, donc la relation sexuelle qui est reconnue, mais il y a également l'élément intentionnel. D'une certaine manière, il suffit que mon client ne soit pas au courant de l'âge pour que l'infraction ne soit pas caractérisée. À côté, l'âge est celui qu'il est. Ça veut dire que ça, ce n'est pas quelque chose qui est contesté. Ce qui est contesté, c'est la connaissance par mon client de cet âge-là. Lors de cette première journée d'audience, l'accusé a pu être interrogé ponctuellement, lors des débats. Mais c'est le lendemain, le jeudi 3 novembre 2022, le deuxième jour d'audience, qu'il est appelé à la barre. Je vous rappelle qu'il comparaît libre. Il n'est pas en détention. Cela veut dire que dans la salle, il n'est pas dans le box des accusés, gardé par des gendarmes. Il répond aux questions de la cour, au milieu de la salle, au même endroit que les témoins. Il va rester debout pendant 3 heures d'interrogatoire sur le fond et il va immédiatement tenter d'inverser la culpabilité. Il dit « C'était une manigance des parents pour avoir de l'argent. Elle m'a souri, elle a mis du gloss, elle avait de l'expérience. Elle a appelé sa mère parce qu'elle a été vue par la fenêtre. » L'interrogatoire de l'accusé, pour moi, ça a été kafkaïen, parce que il nous a versé toutes sortes de spéculations complètement grotesques, que Sarah aurait dénoncé un viol contre lui sous l'influence de ses parents pour obtenir de l'argent. Il s'est beaucoup enlisé dans ses propos et il a maintenu sa position initiale qui consistait à dire qu'il avait certes eu un rapport sexuel avec cet enfant sans savoir son âge. Voilà. On dit que dans un procès criminel, dans une enceinte judiciaire, l'accusé a tous les droits, y compris celui de mentir et de diffamer la partie civile. Alors, je vous dirais qu'il a même été au-delà parce qu'il l'a sali. Il l'a sali et ça, je l'ai plaidé parce que je n'accepte pas cela. Aussi bien la défense peut choisir d'user de ses moyens de défense, mais ensuite, elle doit assumer aussi ses méthodes. Et là, en l'occurrence, on a quand même eu un accusé qui s'est permis de dire qu'elle savait super bien faire une fellation à 11 ans. Alors, excusez-moi, mais bon, quand vous avez la victime qui est présente dans la salle avec les parents, forcément, ça les atteint psychologiquement. Qu'elle avait pris toutes les initiatives, que c'était elle qui avait été au-devant des attentes sexuelles de monsieur qui avait 28 ans au moment des faits, alors qu'elle en avait 11 ans et demi. Et dans le même temps, cet homme est capable de vous dire qu'actuellement, les filles, on peut les baiser en 10 minutes. À la fin du deuxième jour d'audience, dès jeudi soir, les parties civiles ont commencé à plaider. Les associations, La Voix de l'Enfant, l'association Agir contre la prostitution des enfants, l'Enfant Bleu, le collectif féministe contre le viol, ont rappelé qu'un enfant n'a pas le discernement nécessaire pour consentir à un rapport sexuel avec un adulte. La dernière à prendre la parole, c'est l'avocate de Sarah. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022, c'est le dernier jour d'audience.
Cela fait 5 ans que Maître Durieux-Dibolt se prépare pour cette plaidoirie. Elle connaît le dossier par cœur et elle ne veut pas jouer sur l'émotion de la cour. J'ai abordé la question du droit à travers notre affaire. Donc, la contrainte morale et la surprise en l'occurrence, avec l'asymétrie entre l'enfant et l'adulte, et bien montrer que, évidemment, qu'un adulte de 28 ans qui a déjà une expérience sexuelle très active, même en l'occurrence, ne peut pas avoir la même perception au moment des faits qu'une enfant de 11 ans qui n'a jamais eu aucune expérience sexuelle et qu'il y a déjà une asymétrie dans la compréhension des faits. Et l'accusé a toujours admis qu'il n'avait jamais annoncé à la victime qu'il voulait avoir des rapports sexuels avec elle. Donc, une enfant de 11 ans ne peut pas comprendre que même en suivant un adulte qui a l'air sympa, qui a l'air cool, qu'elle avait déjà croisé, dont elle se méfiait pas, il était sympa, il avait su la mettre en confiance, elle n'avait pas pu anticiper les actes. Et ça, c'est ce qu'elle a toujours affirmé. Donc, il était important de montrer l'asymétrie dans la compréhension des actes entre l'adulte et l'enfant de 11 ans, et ensuite l'asymétrie dans les forces entre les deux, c'est-à-dire que la contrainte morale, l'autorité qui va ressurgir d'un adulte se met en place automatiquement à l'égard de l'enfant dès lors qu'il commence à l'embrasser dans la cage de l'ascenseur. Et c'est à ce moment-là seulement qu'elle a compris ce qui allait se mettre en place et qu'elle s'est trouvée dans un état de sidération. Maître Durieux-Dibolt décrit un piège qui se referme sur sa cliente. C'est ensuite au tour de l'avocat général de se lever pour faire ses réquisitions. C'est lui qui porte l'accusation debout. À la différence des juges du siège, qu'on appelle aussi les juges assis, il s'agit des 5 magistrats qui composent la cour criminelle et qui vont rendre le verdict dans quelques heures. L'avocat général est installé à gauche de la salle, du côté des parties civiles. Il dit « Sarah est courageuse, nous la croyons. Sarah n'a pas la capacité de donner son consentement. Elle n'est pas discernante. On ne réagit pas à 11 ans et 10 mois comme on réagit à 18 ans. » C'est un moment important pour la justice et pour Sarah à ce moment-là, parce que la justice, ça peut aussi être ça, en fait. Quand il fait les réquisitoires et qu'il est en train de dire... on vous croit, il n'avait pas le droit de faire ça. Et que l'avocat général, en représentant du ministère public, de la société, en fait, dise à cette jeune fille, à cette adolescente, c'est important pour la reconstruction de dire ça. L'avocat général requiert 10 ans de prison contre l'accusé. C'est la moitié de la peine maximale pour viol sur mineur. L'audience est suspendue pour donner le temps à l'avocat de la défense d'ajuster sa plaidoirie. Et je préfère vous prévenir, à la reprise, Maître Slama va poursuivre la même stratégie, mais aller un cran plus loin dans le poncif. Je commence ma plaidoirie avec 2 phrases. La première phrase est celle d'un magistrat, Bernard Lemaire, qui avait présidé le procès de Dominique Strauss-Kahn. Il avait commencé l'ouverture des débats, ce magistrat, en disant « Le tribunal n'est pas le gardien de l'ordre moral, mais il est le gardien du droit et de sa bonne application. » J'ajoute la phrase d'un avocat, Maître Moreau-Gafféry, qui avait dit que l'opinion publique n'a rien à faire dans une salle d'audience. Il ajoutait « Chassez-la, cette intruse, cette prostituée qui tire le juge par la manche. Lorsqu'elle rentre dans une salle d'audience, la justice sort par une autre porte. » Maître Dylan Slama va plaider l'époque, l'avant et le post-MeToo, avec l'évolution des mentalités. Et pêle-mêle, il va citer Lehman-Incest de Gainsbourg, la liberté sexuelle des enfants post-68 et Matzneff. Il y a ce monde-là qui, incontestablement, est le monde d'avant, et il y a aussi le monde d'après. Et le monde d'après, pour moi, il commence après les faits qui sont reprochés à mon client. Il commence, on l'a tous vécu, il commence avec MeToo. Le monde d'après, il commence avec MeToo, c'est-à-dire en septembre ou octobre, je crois, 2017, c'est-à-dire 6 mois après les faits qui sont reprochés à mon client. Et ce que je regrette, c'est que, à de multiples égards, on a jugé mon client avec le regard du monde d'après.
Comme c'est l'usage devant une cour d'assises, l'accusé se lève. Il a le droit de prononcer les derniers mots avant le délibéré. L'accusé dit « On était tous les deux d'accord. Je ne savais pas son âge. J'ai envie de vivre ma vie et pas d'aller en prison 10 ans et ne plus voir mes enfants. J'ai rien fait. » 15h15. La cour se retire pour délibérer. Je demande à l'huissière de bien vouloir me prévenir d'un SMS quand l'audience reprendra. Je fais la même chose avec l'ensemble des avocats que je connais. Dans un café proche du tribunal, je croise Sarah, ses parents. Ils sont avec les accompagnantes du CFCV et ils essaient de passer le temps comme ils peuvent. Et puis, vers 18h, moins de 3 heures plus tard, je reçois plusieurs messages. La cour criminelle a fini de délibérer. Je suis de retour dans la salle. Il y a aussi des avocats qui étaient au tribunal pour d'autres audiences, quelques magistrats. Comme toujours, avant un verdict, il y a une certaine fébrilité dans l'air. Ça devient réel. L'accusé est reconnu coupable de viol sur mineur. C'est bien. Enfin, je veux dire, on est moins de 1% des violeurs aujourd'hui en France qui sont condamnés, en fait. Donc, rien que la condamnation pour le collectif à ce moment-là, on est contente. On est contente de ce verdict. On se dit, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. La justice, elle peut dire, à un moment donné, qu'il y a un agresseur et qu'il y a une victime, en fait. Le président dit « Vous avez, en connaissance de cause, abusé de la vulnérabilité de la victime pour votre satisfaction immédiate, sans considération pour elle. » L'accusé est condamné à 8 ans de prison, avec mandat de dépôt. Cela veut dire qu'il va en prison le soir même. Je l'avais compris avant même le verdict, parce qu'il y avait une dizaine de gendarmes présents dans la salle pour maîtriser l'accusé s'il avait voulu fuir, par exemple. La compagne de l'accusé fait un esclandre dans le palais. Elle hurle de douleur. Elle est venue juste après le verdict avec leur petit dernier, un bébé d'1 an à peine qu'elle est obligée de confier à l'huissière pour entrer dans la salle d'audience. Du côté des parties civiles, il n'y a aucune manifestation de joie. Juste le soulagement. Le soulagement de pouvoir enfin tourner la page pour Sarah et ses parents. Mais ce soulagement est de courte durée. Ce qui a un peu refroidi tout le monde, ça a été le fait qu'il annonçait faire appel immédiatement et demander sa mise en liberté immédiatement. On l'a su quasiment sur le moment. Et donc ça, évidemment, c'est très mal ressenti par les parties civiles. L'appel, c'est extrêmement douloureux pour toutes les victimes de violences sexuelles parce qu'on refait le procès d'assises intégralement et on n'arrive pas à avancer dans son processus de réparation. Donc voilà, l'appel, c'est un nouveau choc traumatique pour les victimes. Et donc forcément, maintenant, ils sont encore dans l'inquiétude de la perspective de cet appel. Pour Léa, l'écoutante du CFCV, le travail d'accompagnement de Sarah se poursuit encore au téléphone, jusqu'à la prochaine audience. Même si c'est difficile à entendre, évidemment, mais comme on l'explique au téléphone, la justice, c'est un temps immensément long. Mais la vie, elle ne peut pas être vécue à travers la procédure pénale, parce que sinon, c'est trop difficile. Donc, on avance étape par étape, et là, il y a une grosse étape qui est passée, et il y en aura une autre. Si le taux d'acquittement ne varie pas entre les cours d'assises et les cours criminelles, il reste d'environ 5,5%, le taux d'appel, lui, est plus important devant une cour criminelle. 21% des accusés font appel, contre 15% seulement après une condamnation aux assises. C'est l'un des bilans du comité d'évaluation des cours criminelles, dont fait partie Karine Durieux-Dibolt. Cela s'explique peut-être parce que l'appel est jugé par une cour d'assises et que les accusés veulent tenter leur chance devant un jury populaire. Dans le cas de Pontoise, le parquet général a fait appel lui aussi, ce qui veut dire que l'accusé encourt de nouveau la peine maximale pour viol sur mineur, c'est-à-dire 20 ans de prison. Et c'est pas forcément un bon calcul pour la défense. Pour moi, il peut y avoir une émotion supplémentaire pour des jurés populaires qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des viols, des crimes. Pas du fait des parties civiles, mais du fait
des jurés qui sont des personnes lambda de la société et qui peuvent ressentir les faits avec beaucoup plus de violence et de cruauté que des magistrats qui sont accoutumés à juger des affaires comme celle-ci. Moi, ce que je redoute, c'est que lorsqu'on est entre soi, c'est-à-dire professionnels de la justice, avec des magistrats qui vont juger continuellement ces affaires-là, il y ait une banalisation aussi, une lassitude, voilà. Moi, par exemple, quand je prends 3 semaines de vacances et que je reviens, j'ai un nouveau choc qui se produit, alors que lorsque je travaille sur mes affaires de manière continue 5-6 mois, je m'habitue. Maintenant, de l'autre côté de la pièce, on va dire que les affaires de violence sexuelle, elles présentent aussi une technicité qu'il faut connaître. Et on voit une grande différence, par exemple, entre les magistrats qui connaissent le psychotraumatisme, la sidération et dissociation, par exemple, dans cette affaire de Sarah. C'est un élément important de cette affaire, de comprendre la sidération, pourquoi elle ne réagit pas, pourquoi elle ne s'enfuit pas, pourquoi elle ne hurle pas. Et les magistrats commencent à être de mieux en mieux formés. Donc ça apporte aussi une qualité au débat et certainement une qualité à la décision qui est rendue également. Disons qu'il y a une connaissance à avoir. Alors, je ne sais pas si les jurés populaires peuvent avoir le temps d'appréhender toute cette connaissance-là dans le délai du procès. Au moment où je termine ce podcast, la généralisation des cours criminelles est entrée en vigueur. Et la fronde contre cette nouvelle juridiction prend de l'ampleur. Elle a été relancée justement le jour du verdict de Pontoise, le vendredi 4 novembre 2022, avec cette tribune publiée dans Le Monde, « L'effacement programmé du jury populaire de cour d'assises porte atteinte à la liberté, l'humanité et la citoyenneté ». Une tribune à l'initiative de l'universitaire Benjamin Fiorini. Plus de 1000 professionnels du droit, avocats, magistrats et élus l'ont signée. Ce maître de conférences en droit pénal a aussi lancé début janvier 2023 une pétition sur le site du Sénat pour la préservation du jury populaire de cour d'assises et l'abandon des cours criminelles départementales. À l'origine, les cours criminelles devaient réduire les délais d'audiencement et éviter les correctionnalisations. Mais d'après le comité d'évaluation, ces objectifs ne sont pas atteints ou pas mesurables. En moyenne, la cour criminelle fait gagner une demi-journée d'audience. Or, ce léger gain de temps est perdu après en appel. Quant à la réduction des coûts, sans juré à indemniser, une journée d'audience en cour criminelle coûte en moyenne 2 fois moins cher qu'une journée aux assises. C'est 1 000 € d'économie. Mais c'est un chiffre qui ne prend pas en compte le fait que mobiliser davantage de magistrats assesseurs en cour criminelle a un coût pour la justice. Cela revient à les empêcher de travailler sur d'autres dossiers. Demander à un juge aux affaires familiales de siéger en cour criminelle, c'est retarder le prononcé d'un divorce, par exemple. Cette réforme est censée récupérer plus de la moitié des dossiers des cours d'assises et donc désengorger la justice criminelle. Encore faudrait-il pouvoir disposer de salles adaptées pour avoir, par exemple, une session d'assises en même temps qu'une session de cour criminelle. Encore faudrait-il avoir suffisamment de magistrats pour démultiplier les audiences. Outre la précipitation du gouvernement, c'est spécial quand même, à l'heure de MeToo, de la libération de la parole sur les violences sexuelles et sexistes, d'écarter les citoyens du jugement des crimes sexuels.
Merci à Marion Dubreuil pour ces 2 épisodes et merci à Paul Berthiaud qui les a réalisés, des épisodes préparés par Charlotte Bex et Juliette Livartowski. Je rappelle le numéro d'écoute du CFCV, le collectif féministe contre le viol, c'est le 0800 05 95 95, 0800 05 95 95, c'est gratuit, anonyme et confidentiel. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.